À l'une de l'actualité, l'ONU pointe du doigt le Rwanda dans la chute des villes de Goma et Bukavu en République démocratique du Congo. Dans un rapport publié il y a quelques jours, elle accuse Kigali des visées expansionnistes. Je suis disposé à participer à la formation du gouvernement et je propose au président de la République d'organiser un dialogue national et d'engager des réformes importantes qui permettront de faire avancer le pays. Propos d'Adolphe Muzito à l'occasion de sa toute première rencontre avec le chef de l'État hier. Au moins 4 personnes sont mortes et 23 secourues après un naufrage vers l'île de Bali en Indonésie. Belinda Lutandila, c'est la nouvelle présidente du football congolais. La FIFA vient de nommer ce 3 juillet un nouveau comité de normalisation en remplacement au comité Sambi arrivé fin mandat. Il se fera seconder par Honoré Loango, vice-président, et Lisette Mavungu comme secrétaire. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito appelle à des profondes transformations structurelles. C'est à l'issue de sa toute première rencontre avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Par ailleurs, il salue les victoires diplomatiques du chef de l'État et plaide pour des réformes profondes. L'opposant s'est dit également favorable à participer à la formation du gouvernement suivant. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, a été reçu mercredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Faisant la restitution de cette audience, l'opposant Muzito a dit que leurs échanges ont tourné autour de la situation générale du pays. Il a par la suite salué le leadership du président de la République pour les contrats économiques en vue entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait des lui qui se promenaient beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord. Concernant sa participation à un éventuel gouvernement des larges unions nationales, le chef de file des Nouvel Élan a déclaré « J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement. Pour lui, il est important que ses idées soient prises en compte dans la mesure du possible. » Selon la présidence, Adolphe Muzito a par ailleurs sollicité du chef de l'État d'importantes réformes. Dans l'actualité également, l'ONU pointe le rôle déterminant du Rwanda dans la chute des villes de Goma et Bukavu en République démocratique du Congo. La révélation est faite dans un rapport des chercheurs mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, publié quelques jours après la signature à Washington d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Ce rapport accuse Kigali de poursuivre une stratégie d'occupation militaire et de mise sous tutelle économique de l'Est congolais, en totale contradiction avec les engagements pris à Washington. Le document dirigé par la juriste belge Mélanie Degroff cite des sources internes à l'armée et au gouvernement rwandais affirmant que l'objectif ultime de Kigali est le contrôle du territoire et des ressources naturelles congolaises. À peine quelques jours après la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington, un rapport explosif des Nations Unies vient jeter une ombre sur les engagements pris. Publié le mercredi 2 juillet, ces documents soumis au Conseil de sécurité dès le mois de mai revient en détail sur l'implication militaire du Rwanda en République démocratique du Congo et son soutien actif à la coalition armée AFC M23. Les experts de l'ONU sont formels. Entre janvier et février 2025, environ 6000 soldats rwandais, dont des membres des
des forces spéciales ont été déployés dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Parmi eux figuraient même des anciens combattants démobilisés des FDLR, recrutés par Kigali pour mener des opérations de reconnaissance et de renseignement sur les territoires congolais. Selon ce même rapport, après la prise des Goma par le M23, une partie de ces troupes serait retournée au Rwanda, tandis que l'autre aurait été redéployée vers Bukavu. L'objectif, dissimuler autant que possible l'implication directe du Rwanda dans les opérations militaires. Pourtant, jusqu'au mois de mai, période de rédaction du rapport, entre 1000 et 1500 soldats rwandais auraient encore été actifs dans les zones contrôlées par la FCM 23. Le rapport désigne plusieurs hauts responsables rwandais comme les architectes de ces opérations. Parmi eux, James Kabarebe, ancien chef militaire devenu ministre des coopérations régionales, déjà sanctionné par les États-Unis en février pour son rôle présumé dans les soutiens Homme 23. Le général Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée, ainsi que le général Patrick Karuretwa, président de la haute cour militaire, sont également cités. Les forces de défense rwandaises auraient, selon le rapport, même établi un quartier général avancé à Gisenyi, ville frontalière de Goma, avec pour objectif non pas la neutralisation des FDLR comme les prétend Kigali, mais la prise des contrôles des nouveaux territoires. Le rapport pointe également un important renforcement des effectifs du M23 grâce à un vaste recrutement. Aux côtés des anciens soldats, des FARDC et des membres de la diaspora, certains combattants auraient été enrôlés des forces selon les experts. Du côté congolais, les gouvernements continuent de s'appuyer sur les Wazalendo et des éléments des FDLR comme force supplétive malgré leurs affaiblissements. Interrogé à la suite de la publication du rapport, le gouvernement rwandais aurait réaffirmé n'avoir aucune troupe sur les sols congolais. Néanmoins, ce rapport relance les interrogations sur la nécessité des parties engagées dans les processus de paix. Alors que les tensions restent vives à l'est de la RDC, la communauté internationale est désormais placée face à ses responsabilités, garantir l'application des accords signés et sanctionner les manquements. Poursuivons ce journal. L'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis continue de susciter des réactions au sein de l'opinion publique et de la classe politique congolaise si les gouvernements affiche un certain optimisme. Quant à ce, plusieurs voix discordantes s'élèvent pour dénoncer des dispositions jugées défavorables à la République démocratique du Congo. C'est notamment le cas du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui s'est exprimé avec fermeté lors d'un concert pour la paix organisé en Belgique pour le célèbre gynécologue congolais. En signant cet accord avec le Rwanda, le régime de Kinshasa a abandonné sa souveraineté aux mains de forces d'agression et légitime l'occupation d'une armée responsable des millions de morts et des déplacés. Le démantèlement du M23, qui devrait être aussi sans condition, dépendra désormais des négociations parallèles qui se font à Doha, mais dont l'issue est incertaine, car dépendant largement du bon vouloir du Rwanda, qui bien sûr tire les ficelles de ces groupes armés, même s'il n'a jamais reconnu son soutien, alors que des preuves accablantes démontrent son contrôle direct sur ces rebelles. Je vous réfère à tous les rapports des Nations Unies par rapport au soutien de l'armée rwandaise à ces groupes armés qui désormais doit négocier avec la République démocratique du Congo, mais ceci va se faire au bon vouloir du Rwanda. Donc, on est très très loin des espoirs qu'avaient suscité ces négociations. C'est dans une ambiance empreinte d'engagement et de détermination que s'est clôturé mardi le congrès panafricain des étudiants pour l'éveil patriotique tenu durant 3 jours à Kinshasa. À l'issue de ces assises, des étudiants congolais issus de plusieurs universités du pays ont lancé un appel solennel pour la création d'un institut panafricaniste baptisé École Patrice Emery Lumumba, destiné à former une nouvelle génération des dirigeants africains. Le panafricanisme ne doit plus se réduire à des slogans, il doit s'incarner dans des institutions, peut-on lire dans leurs déclarations. Pour eux, cet institut serait un haut lieu de formation, de recherche
et de documentation centrée sur les grands enjeux contemporains africains, souveraineté politique, gestion des ressources, lutte contre le néocolonialisme, autodétermination et mémoire historique. Dédiée à Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de la souveraineté congolaise et africaine, l'école se veut interafricaine, multilingue et interdisciplinaire. Elle accueillerait des jeunes de tout continent dans l'esprit des grands penseurs panafricains tels que Nkrumah, Sankara, Nyerere, Cheikh Anta Diop, Cabral. Long live the undying spirit of Patrice Lumumba, long live! Qui serait congolais en priorité, mais qui serait africain dans la globalité. Sikoyo, tozosala Afrique ya sika. Le congrès panafricain est une excellente initiative. Les étudiants ont également souligné la nécessité de créer au sein de l'Institut un centre d'archives et de mémoire sur les conflits qui ont endeuillé l'Est de la RDC depuis 3 décennies. Cette structure recueillera témoignages, rapports, thèses et données sur les guerres en vue de préserver une mémoire vivante et de tirer des enseignements pour prévenir des futures tragédies. Ce plaidoyer dépasse le cadre académique. Il est, selon les participants, un acte fondateur pour redonner à la jeunesse africaine un outil intellectuel, moraux et stratégique nécessaire pour écrire son histoire et bâtir un avenir à la hauteur de ses aspirations. Les panélistes et participants peuvent clôturer en beauté ce congrès panafricain de la jeunesse tenu à Kinshasa, capitale de la RDC. Merci beaucoup. Direction la ville de Lubumbashi où après des actes de profanation perpétrés dans la nuit du lundi au mardi 1er juillet dans la paroisse Saint-François d'Ancise située au quartier Loano dans la commune annexe, l'archevêque métropolitain Fulgence Muteba Mugalou a ordonné la fermeture de cette paroisse. Selon des sources locales, des bandits qui s'y ont introduits ont emporté tous les objets liturgiques de la célébration ecclésiastique. Fulgence Muteba appelle en même temps les services de sécurité à ouvrir des enquêtes pour mettre la main sur les auteurs de ces actes de barbarie. Ils sont entrés par ici. À travers les signes que nous avons pu voir, nous pouvons dire que c'est tous les objets qui rentrent dans la consécration ou dans la célébration de la messe. Vous savez, pendant la Sainte Messe, c'est le Christ lui-même qui opère à travers ses ministres. Il descend au milieu de son peuple. Mais ce qui reste comme symbolique de la présence de Jésus-Christ, c'est l'hostie consacrée que nous appelons le Saint-Sacrement de l'autel. Les portes sont verrouillées. La prière ne peut plus être organisée dans un milieu ou dans une église qui a été profanée. C'est l'archevêque qui doit venir pour célébrer la messe ici, afin d'ouvrir l'église à la pratique du culte du peuple de Dieu. Et pendant ce temps, pendant que nous fermons ces portes-là, au nom de l'archevêque, que la communauté chrétienne organise la prière dans les CV, dans leur maison. Ah ben voilà. Seulement le corps. C'est la procession. Oui, les processions. Les clochettes, ça c'est le calice. En marge de la célébration du 30 juin 2025, la Fondation Kiyangi Mutindu Mosi Excellent Fokim a partagé un repas des cœurs avec les orphelins de la commune de Kimbatseke à Kinshasa. À l'orphelinat Le Bon Berger, tout était prêt pour vivre une ambiance particulière et pour redorer les sourires à la quasi-totalité des enfants encadrés ici à l'occasion également du premier anniversaire de la Fokim.
C'est dans la ferveur de la commémoration de l'indépendance de la RDC que les membres de la fondation Kiangi, Mutindu, Moussi Excellent, Fokim ont partagé un repas de cœur avec les orphelins de la commune de Kimbanseki à Kinshasa. À l'orphelinat Le Bon Berger, tout était prêt pour vivre une ambiance particulière et pour redonner le sourire à la quasi-totalité des enfants encadrés ici, à l'occasion également du premier anniversaire de la Fokim. Ce matin, dès les premières heures, une délégation de la Fondation s'est rendue ici, comme vous le voyez, à l'orphelinat Le Bon Berger. Au programme, préparer des mets à la congolaise pour nourrir ses enfants, qui nous ont reçus avec un sourire timide mais chaleureux. Dans la foulée, un repas aux saveurs congolaises cuisiné sur place a été servi aux orphelins avec le concours des membres de la délégation de la Fokim, suivi de la remise de plusieurs dons. Il s'agit des ballons, d'habits, matelas, des vivres et autres biens de première nécessité qui ont été réceptionnés par les responsables de l'orphelinat Le Bon Berger qui ont exprimé toute leur gratitude aux bienfaiteurs. Cette visite inaugure une longue série des activités de la fondation Kiangi, Mutindu, Moussi Excellent, Fokim, qui s'est dotée d'une mission d'investir dans le bien-être des autres pour le développement de la République démocratique du Congo. Poursuivons ce journal avec ces images du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC a, dans un communiqué daté du 1er juillet, convoqué l'artiste et musicien héritier Watanabe. Il lui est reproché l'atteinte aux bonnes mœurs à travers sa dernière production devenue virale sur les réseaux sociaux. L'institution des régulations estime que l'artiste a franchi certaines limites et doit fournir des explications devant les autorités compétentes. Cette convocation s'inscrit dans les cadres d'une série de mesures mises en œuvre par les CESAC pour encadrer les productions artistiques et lutter contre la dépravation de mœurs, un enjeu crucial pour la protection de la jeunesse congolaise. Liberté de la presse, on en parle encore. L'Union nationale de la presse du Congo, section Kwango, menace de décréter des journées sans radio. C'est en raison de l'arrestation d'un journaliste de la région, Paz Miluta. Ce collectif de journalistes de la province du Congo a exprimé son indignation dans une déclaration commune. Suivez. Nous, journalistes de la province du Congo, réunis en extraordinaire ce mercredi 2 juillet 2025, suite à l'arrestation barbare et humiliante du journaliste Paz Miluta, directeur général du magazine Congo Press. Le journaliste Paz Miluta a été brutalement et de façon arbitraire arrêté pour avoir dénoncé les mauvais comportements d'abus de pouvoir et d'immoralité d'un magistrat du parquet de grande instance de Kenge. Sur ce, nous demandons la libération immédiate et sans condition de notre confrère. Nous récusons le parquet et demandons que le journaliste Paz soit remis au tribunal des pairs de l'UNPC des journalistes afin qu'il soit entendu selon les normes avant toute autre procédure judiciaire parce qu'il est arrêté en faisant son travail de journaliste. Nous demandons au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre national de la justice et garde des Sceaux de se saisir du dossier et s'occuper de ces magistrats véreux et tous ces pairs qui ternissent l'image de la justice et de l'état de droit prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par cette occasion, nous informons l'opinion publique, l'opinion nationale qu'internationale, que certains de nos confrères journalistes vivent à ce jour en clandestinité suite au comportement et menaces de ce même magistrat. Tous les médias du Congo, les radios, les médias sociaux, presse en ligne, décrètent une période noire, c'est-à-dire une période sans radio, sans information, et cela jusqu'à la libération de notre confrère Paz Miluta.
En dehors de nos frontières, au moins 4 personnes sont mortes et près d'une quarantaine sont portées disparues après le naufrage mercredi soir d'un ferry transportant 65 personnes vers l'île des Bali en Indonésie. Selon les autorités locales, la présidence indonésienne a évoqué les mauvais temps lors de l'accident alors que les autorités n'ont pas précisé si des étrangers s'est trouvé à bord. Des vagues de 2,5 mètres de haut accompagnées de vents forts et d'un fort courant ont perturbé les opérations des secours, a indiqué Nanang Sij, directeur de l'agence de sauvetage basée à Surabaya. Et en sport, pour finir, football congolais, la FIFA vient de nommer ce 3 juillet un nouveau comité de normalisation en remplacement au comité Sambi arrivé fin mandat. Ainsi, Belinda Lutandila est nommée au poste de présidente, Honoré Loango, vice-président, Elisette Mavungu comme secrétaire, un mandat qui court jusqu'au 31 décembre. Rappelons qu'avec le comité de normalisation, aucun fonds lié au développement du football ne peut être débloqué, donc seules des élections à tous les niveaux vont permettre au football congolais de voir un nouveau jour. Place au rappel des titres à présent. L'ONU pointe du doigt le Rwanda dans la chute des villes de Goma et Bukavu en République démocratique du Congo. Dans un rapport publié il y a quelques jours, elle accuse Kigali des visées expansionnistes. Je suis disposé à participer à la formation du gouvernement et je propose au président de la République d'organiser un dialogue national et d'engager des réformes importantes qui permettront de faire avancer le pays. Propos d'Adolphe Muzito à l'occasion de sa toute première rencontre avec Félix Tshisekedi. Au moins 4 personnes sont mortes et 23 secourues après un naufrage vers l'île des Bali en Indonésie. En sport, Belinda Lutandila, c'est la nouvelle présidente du football congolais. La FIFA vient de nommer ce 3 juillet un nouveau comité de normalisation en remplacement au comité Sambi arrivé fin mandat. Il se fera seconder par Honoré Loango, vice-président, Elisette Mavungu comme secrétaire. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant, la revue de presse. Et ce sera avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Jenny, merci et bonjour à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Bien vêtu. Merci, exactement comme vous. Ok, gouvernement d'union nationale, Félix Tshisekedi reçoit Adolphe Muzito, sujet à la une de tous les journaux parus ce matin dans la capitale. Exactement, Jenny Kaembe. Après Martin Fayoulou, c'était au tour d'Adolphe Muzito d'échanger avec Félix Tshisekedi sur ces gouvernements qu'on voit dans l'avenir, dit gouvernement d'union nationale. Nous commençons avec cette une du quotidien La Prospérité qui écrit RDC. Adolphe Muzito chez Félix Tshisekedi. Eh bien, Jenny, les médias rapportent que cette entrevue intervient dans un contexte de tensions persistantes à l'est du pays et s'inscrit dans une série de consultations entamées par les présidents de la République pour sortir de la crise sécuritaire et de renforcer la cohésion nationale. Adolphe Muzito, président du parti Nouvel Élan et ancien Premier ministre, j'allais dire, a discuté avec les chefs de l'État de la situation générale du pays. Les journaux, les potentiels revient sur la situation nuancée, j'allais dire position nuancée d'Adolphe Muzito, s'il a salué certains acquis diplomatiques du chef de l'État, notamment sur la dénonciation du rôle du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est. Il a également insisté sur la nécessité d'explications gouvernementales claires concernant l'accord économique à venir entre la RDC et les États-Unis. Info 27, y voit un tournant Jenny Kaembe majeur. Félix Tshisekedi cherche à sceller une alliance patriotique fondée sur 3 piliers.
paix durable, souveraineté retrouvée et redressement national pour les quotidiens. Ce dialogue n'est pas qu'un geste symbolique, mais une véritable stratégie politique lucide et ambitieuse face à un contexte régional en ébullition. Pour finir, Forum des As apporte une lecture prospective. Mouzito a proposé la tenue d'un dialogue national inclusif et la mise en œuvre des réformes structurelles. Il estime que seule une transformation profonde de l'appareil d'État pourra répondre aux attentes Jenny Kaembe pressantes de la population congolaise. Moïse, il y a aussi cette question de la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Quelques jours après, les réactions continuent de tomber, de pleuvoir. Il y a également l'ONU qui tient Kigali à la gorge. Exactement, Jenny Kaembe, comme nous le démontre les quotidiens Les Potentiels qui écrit à sa une, Jenny Lukinga, s'il est avec moi, voilà, et il écrit « Annexion déguisée, Kigali pris la main dans les sacs par l'ONU ». Eh bien, Jenny, la crise dans l'Est de la RDC connaît un nouveau tournant majeur. Un rapport explosif des Nations Unies, jusque-là gardé confidentiel, vient d'être dévoilé. Une série d'informations accablantes sur l'implication du Rwanda dans un vaste projet d'annexion déguisée de cette région convoitée. Ces révélations rendues publiques par les journaux belges des Standards dressent un portrait alarmant des ambitions géopolitiques de Kigali qui s'appuierait sur la rébellion du M23 pour asseoir son influence sur les territoires riches en ressources minières. Les médias français, les soirs également, précisent que, alors que l'accord de paix signé en juin dernier entre Kinshasa et Kigali semblait annoncer une désescalade, les faits sur terrain racontent une toute autre histoire. Les rapports onusiens affirment que les rebelles du M23, avec les soutiens logistiques du Rwanda, ont mis en place une gouvernance parallèle dans plusieurs localités, notamment Goma, Bukavu et Rubaya. Des autorités de substitution y auraient été installées dans l'ombre, remplaçant des faits les institutions congolaises légitimes dans les villes stratégiques telles que Goma ou Bukavu. Chefs des polices, chefs douaniers et agents miniers ont été désignés dans l'ombre par la rébellion, indiquent les rapports. Moïse, dites-nous, est-ce que cet accord serait-il un masque d'inégalité entre les États? Exactement, en quelque sorte, c'est ce qui écrit Maître Jean-Bosco Badibanga dans les colonnes du journal et bien sûr les potentiels. Il écrit les droits internationaux modernes, un masque d'inégalité entre États. Eh bien, Jenny, les droits internationaux tels qu'il est brandi aujourd'hui n'est qu'un ornement juridique suspendu au balcon de la bonne conscience occidentale. Jadis, il s'est voulu régulateur des rapports entre États. Aujourd'hui, il est devenu les serviteurs fidèles des puissants et les maîtres capricieux des faibles. Il enseigne dans les universités d'Afrique les principes qu'il n'applique jamais au peuple africain. Il proclame l'égalité dans les textes, mais pratique l'inégalité dans les faits. Maître Jean-Bosco Badibanga précise également dans les journaux La Prospérité, en effet, qu'il vaut avoir des paradoxes qui crèvent les yeux. Les résolutions, par exemple, du Conseil de sécurité ne contraignent plus rien ni personne, tandis que les accords signés sous l'œil bienveillant de Washington deviennent des totems infranchissables. Les rapports accablants des experts de l'ONU sur les crimes de guerre s'empilent dans les archives du silence, incapables de flétrir les États protégés par les boucliers coloniaux. Merci beaucoup Moïse Tiamala pour votre sélection. Je vous retrouve les jeudis prochains avec le même plaisir. Je vous en prie, Jenny Kaembe. À vous, madame, messieurs, ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.